direction de la place Tiananmen. Je vous propose d'écouter le dissident chinois Chen Guangcheng. Il s'est échappé de sa résidence surveillée il y a 2 ans. Il s'est réfugié à l'ambassade américaine de Pékin avant de partir à New York. Chen Guangcheng qui était interrogé par Marc Perelman. Écoutez son témoignage. Tous les jours en Chine, il y a des effusions de sang. Ce n'est pas si différent du massacre de Tiananmen. C'est juste plus éparpillé à travers le pays. La démocratie chinoise a déjà commencé à montrer des petites pousses qui sortent de terre. Bien sûr, vous pensez déjà aux résultats. Là, pour le moment, il faut encore bien arroser ces petites pousses, même si on aurait bien envie que cela se produise plus vite. Mais ça va venir. Emmanuel Linco, que sont devenus ces jeunes? Et aujourd'hui, dans quel état se trouve cette jeunesse chinoise? Est-ce que c'est une jeunesse qui est encore en révolte ou c'est une jeunesse qui est totalement en sommeil? Déjà, pour résumer les choses par rapport à ce qui a été dit à l'instant, je pense que la Chine est un état de loi, mais pas encore un état de droit. Voilà, pour résumer les choses, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tout un système répressif qui se maintient effectivement depuis 1989. Et pour répondre à votre question, eh bien, les trajectoires, évidemment, sont très individualisées. Mais comme le disait notre ami dissident Chang tout à l'heure, certains d'entre eux sont devenus généraux, ont été promus aux plus hautes fonctions, etc. D'autres se sont exilés à l'étranger, voire même dans le monde chinois proche, comme à Taïwan ou à Hong Kong, où le ressenti, il faut le rappeler, est très différent, parce que nous sommes le 4 juin, et donc à Hong Kong et à Taïwan, l'on célèbre d'une manière tout à fait différente. De veiller en hommage aux victimes. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que la Chine n'est pas un bloc, c'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité quant aux appréciations. Et pour répondre à votre autre question, qu'en est-il de la jeunesse chinoise dans son entier ? Je vais vous répondre d'une manière anecdotique et par voie de détour. Ce sont les images de Hong Kong, alors que vous parlez. Oui. On voit. Quand j'ai fait ma coopération en Chine, c'était en 1995, il y avait 6 millions d'étudiants en Chine. Aujourd'hui, il y en a près de 40 millions. Et chaque semaine, en moyenne, vous avez 2 universités qui se créent. Chaque semaine, 2 universités. Donc il y a une croissance exponentielle du nombre d'étudiants. Et si la contestation présente un jour de nouveau un problème pour le gouvernement en place, cette contestation n'émanera certainement pas des milieux ouvriers ou des milieux, je dirais, paysans, mais bien justement des milieux intellectuels. Et certains sinologues disent que nous serions peut-être, étant donné un certain nombre de facteurs négatifs, dans une situation déjà pré-Tiananmen, aujourd'hui. Marie Holzmann, où en est aujourd'hui la liberté d'expression en Chine 25 ans après? Est-ce que les choses ont quand même un peu bougé, les lignes? Ou est-ce qu'il y a eu... voilà, ça s'est arrêté net et aujourd'hui, eh bien, les gens sont muselés? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de manifestations contre la corruption, de plus en plus de manifestations contre la corruption, mais aussi la confiscation des terres, contre tout ce qui concerne l'écologie aussi. Il y a eu récemment, je crois, de grandes manifestations contre une usine d'incinération dans le nord-est du pays, à Hangzhou. Aujourd'hui, est-ce que le peuple chinois se réveille un peu? Votre question est large. D'abord, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas seulement Pékin qui a été touché par le grand mouvement démocratique de 89. Il y a eu des manifestations dans toutes les villes. C'est à Pékin que la répression a été la plus violente, mais à Chengdu, par exemple, elle a été violente aussi. Et il faut savoir que après la répression, il y a eu toute une série de fusillades. On a eu des témoignages, des reportages photos là-dessus. Donc, c'est pas seulement ce moment-là et Pékin, c'est toute la Chine qui a été touchée par cette répression extrêmement violente. Et le mot violent, je crois, c'est quelque chose qui résume assez bien la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une véritable crispation maintenant, ou du moins c'est comme ça que je le perçois, entre la population dans certaines situations, évidemment pas partout, et le gouvernement. Et on a beaucoup de mal d'ici à comprendre pourquoi le gouvernement ne s'est pas
entrer en dialogue avec ces populations. Donc cette violence, on le voit à quoi? Par exemple, vous citez cette manifestation à Hangzhou qui a complètement dégénéré avec des dizaines de milliers de manifestants, la police armée qui est arrivée, 4 morts, des dizaines de blessés, des centaines d'arrestations, mais aussi au Tibet, par exemple. C'est cette succession d'immolations par le feu, on est à 133 immolations maintenant. Au Xinjiang, où maintenant on se parle avec des bombes, il y a des attentats à l'arme blanche, aux voitures piégées, enfin, etc. La violence est en train d'augmenter, mais ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi le gouvernement rajoute toujours dans la violence. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 850 000 vigiles, donc je ne parle même pas des policiers à Pékin, plus 100 000 informateurs qui sont rémunérés. Donc ça fait pratiquement 1 million de Pékinois qui sont payés pour surveiller et réprimer les autres citoyens. Et ça, c'est très inquiétant. Et je discute évidemment beaucoup avec mes amis chinois, et tous se posent la question. On dirait maintenant que le gouvernement a une peur bleue de sa population. C'est triste. Jean-Paul Chok, le gouvernement chinois a une peur bleue de sa population, comme le dit Maria Haussmann? Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu le fonctionnement du Parti communiste chinois au pouvoir en 89 ou dans les années 80 est complètement différent de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez à l'époque un degré d'arbitraire qui était très élevé. Et c'est vrai que c'est juste après Tiananmen que Deng Xiaoping a inauguré cette histoire de génération de dirigeants, etc. Le parti s'est quand même sacrément transformé depuis les années 90. C'est devenu le parti finalement des technocrates, des businessmen, etc. Donc en fait, il y a beaucoup plus, disons, d'intérêts sociaux qui sont représentés à l'intérieur du Parti communiste chinois, à telle enseigne que chez les étudiants, il est même à la mode maintenant de rentrer dans le parti, comme ici on fait Sciences Po et l'ENA, pour arriver au pouvoir. Donc en fait, il y a un contenu de la vie quotidienne en Chine qui est tel, qui occupe la masse des Chinois. Sur cette histoire de Tiananmen, encore une fois, il est clair que c'est devenu immédiatement une sorte d'enjeu ou un levier sur lequel les États-Unis et l'Occident peuvent jouer avec la Chine, en mettant en avant donc les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, etc. Et périodiquement, ça ressort. Et donc, c'est normal. Et en plus, vous êtes d'accord, Jean-Paul Chang, pour dire quand même qu'il y a un problème en Chine avec la liberté d'expression? Je veux dire, par exemple, que c'est pas normal qu'on puisse pas surfer sur Internet. On devrait, que lorsqu'on manifeste, qu'on soit violemment réprimé. Il y a quand même un problème du pouvoir chinois avec la liberté. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le sujet précis de Tiananmen, sur lequel, effectivement, c'est un sujet apolémique, un sujet sensible, le gouvernement chinois, effectivement, ne tient pas à ce que ça devienne éventuellement un élément qui allumerait les autres conflits dans la société. Donc on comprend qu'il fasse ça. On comprend, oui, enfin, on a du mal quand même à comprendre. Vous savez qu'il y a dans d'autres pays, on a mis aussi une sorte de voile de pudeur sur un certain nombre de massacres et puis à voir pendant des années et des années. Et il y a des chiffres de massacres dans d'autres capitales, pas seulement en Chine, et qui n'ont jamais été révélés officiellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Hong Kong... Donc on est un peu sévère avec la Chine. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on est toujours un peu dans un jeu de... Il y a des éléments de géopolitique qui rentrent là-dedans. Ce n'est pas par hasard que Hong Kong et Taïwan, en ce moment, par exemple, sont particulièrement sensibles et que je pense qu'il y a une partie de jeu géopolitique derrière et que c'était prévisible. Je l'ai écrit dans la lettre de Chine que ça allait devenir électrique cette année à Hong Kong à cause des discussions sur le suffrage universel qui s'est discuté au mois de juillet et des mouvements de foule. Mais autrement, je pense que le souci du gouvernement chinois et leur conviction, le conviction du gouvernement chinois, c'est que le désordre, tel qu'on l'a connu pendant la révolution culturelle, et que les manifestations étudiantes de Tiananmen allaient, en tout cas, reproduisaient pratiquement tous les signaux de ressemblance, que le désordre était catastrophique pour l'avenir de la Chine. Donc voilà. Et le désordre, et surtout, j'imagine, ils ont dû penser ça comme ça, que le désordre est surtout catastrophique peut-être pour l'avenir du parti unique. C'est peut-être ça quand même, peut-être leur préoccupation que pour la Chine. Bien entendu, parce qu'ils ont confondu. Pour le parti communiste. Ça, c'est le postulat, bien sûr. Voilà. Ils ont essayé que... Non mais voilà, il faut quand même le rappeler quand même. Mais tout à fait, mais il est vrai aussi que l'histoire montrait que, je veux dire que moi j'ai vécu la révolution culturelle pendant 10 ans, et
et je vous assure que je ne souhaite bien entendu à personne de connaître cette période-là. Maria Holtzmann, sur la répression en Chine, moi je voudrais savoir comment on vit aujourd'hui en Chine. On ne peut pas utiliser Internet. Comment les autorités chinoises font-elles concrètement pour qu'on ne puisse pas utiliser, par exemple, on ne puisse pas utiliser Google? Comment ça se passe? Je veux dire, est-ce qu'on peut être opposant aujourd'hui en Chine ou est-ce qu'on ne peut pas l'être? Là, il y a un journaliste et artiste sino-australien qui a été arrêté parce qu'il a publié un article dans le Financial Times où il disait que la place Tiananmen, eh bien, c'était 160 kilos de viande hachée en référence justement à ces victimes de la place Tiananmen. Ben, il a été immédiatement arrêté. On rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'il y a un prix Nobel de la paix qui est aujourd'hui incarcéré en Chine. Où en est aujourd'hui la Chine justement avec les libertés? Comment on vit aujourd'hui en Chine? Je voudrais reprendre l'expression d'Emmanuel Inco, la Chine est un pays de loi et pas de droit. Il se trouve qu'il y a des citoyens chinois qui veulent s'emparer des lois pour faire régner le droit. Et que l'un de ces citoyens s'appelle Xu Zhiyong, a remporté un certain nombre de succès depuis 2003. Il a forcé un peu le gouvernement chinois à lâcher du lest, justement en disant, voilà, il y a telle loi, et pourquoi est-ce que vous ne la respectez pas? Et le drame, c'est qu'en septembre dernier, Xu Zhiyong a été arrêté et en janvier, il a été condamné à 4 ans de prison. Et c'est très important de rappeler son nom aujourd'hui parce que Xu Zhiyong, d'une certaine façon, est la personnification de l'évolution de cette société civile qui voudrait émerger et qui voudrait pouvoir s'organiser à travers plus d'ONG, plus de participation, plus de liberté. Et ce que le gouvernement chinois fait en condamnant Xu Zhiyong est absolument dramatique parce que c'est mener le pays à une future guerre civile si jamais il y a des troubles. Si on laisse Xu Zhiyong développer la société civile et le respect du droit, à ce moment-là, il peut un jour, peut-être, y avoir une révolution de couleur qui se passera dans la sérénité. Mais si on est constamment en train de mettre en conflit la société civile et le pouvoir, le dénouement rejoindra ce que vient de dire Jean-Paul Chang, c'est-à-dire le chaos. Donc, le gouvernement chinois est en train de créer un futur chaos en ne laissant pas des individus comme Xu Zhiyong. Je pense aussi à Ai Weiwei, qui est très représentatif à sa façon. Mais ils sont nombreux, il faut dire. Ai Weiwei, c'est un grand artiste et qui s'exprime avec une énorme liberté d'esprit. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, il est quasiment silencieux. C'est dramatique parce que cet esprit de liberté est un esprit qui apporte énormément à la Chine et qu'on est en train de taire et on est aussi en train d'emprisonner ou de mettre en résidence surveillée et d'empêcher de fonctionner des gens comme Hu Jia, le prix Sakharov dont on parle très peu et qui lui est un bouddhiste convaincu, un pacifiste et qui veut faire évoluer cette société civile qui se cherche en ce moment mais qui n'est pas encore constituée. Donc là, il y a un drame potentiel qu'il faut dénoncer. Emmanuel Linco, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement ce modèle chinois va pouvoir encore tenir longtemps, c'est-à-dire cette ouverture économique, on échange des produits, des marchandises avec la Chine, c'est un pays quand même qui s'ouvre au monde, à la mondialisation, et dans le même temps, eh bien, où il y a quand même cette chape de plomb au-dessus de la population. Est-ce que c'est un modèle, un système qui va pouvoir perdurer, selon vous, encore longtemps ? Le spectre que brandit l'État parti depuis ces dernières années, c'est le chaos de la révolution culturelle, mais c'est aussi la dislocation de l'Union soviétique, c'est-à-dire donc le démembrement, la fin de l'autorité de l'État, etc. Ils en ont peur de ça, les Chinois ? Ils en ont peur parce qu'ils ont la mémoire longue, évidemment, et ils savent qu'avant 1949, précisément, la Chine était en pleine guerre civile. Bon, et évidemment, le gouvernement joue sur ces affects, comme les puissances occidentales ou taïwanaises jouent également sur d'autres affects en brandissant la question des droits de l'homme. Chacun essaye d'instrumentaliser, évidemment, ces différents problèmes. Le risque, pour répondre à votre question, c'est qu'une majorité de la population, et de la jeunesse en particulier, qui se sent socialement de plus en plus frustrée parce que ne trouvant pas suffisamment les emplois qu'ils pouvaient espérer, etc., au contraire de la génération qui les a précédés. Bon. Le risque, c'est l'exutoire nationaliste. Et de ce point de vue-là, on peut le dire,
la société d'en haut et celle d'en bas se retrouvent sur le terrain, justement, d'un sentiment parfois xénophobe, revanchard, nationaliste, anti-japonais, anti-occidental. Avec les îles, avec ces Bien fameuses sûr, mais îles c'est un que exemple. revendiquent à la fois le Japon et la Chine. Finalement, est-ce que les autorités parmi d'autres. jouent pas justement sur ce sentiment national? Parce que souvent, c'est le cas des dictatures ou des pays où la liberté est réprimée, où les hommes forts jouent justement sur le sentiment nationaliste pour qu'il y ait à nouveau cohésion de la nation et qu'on oublie les problèmes de liberté d'expression, les problèmes économiques. Le parti, si vous voulez, pour vous répondre d'une manière nuancée, souffle le chaud et le froid, parce que le parti, paradoxalement, est peut-être le garant de cette unité nationale et des trop grands débordements qui pourraient prendre de court à terme précisément le parti s'il y avait des manifestations que le parti ne parvenait plus à juguler. Mais en même temps, dans le même temps, il favorise justement ces poussées de fièvre identitaires et nationalistes. Et la réaction, c'est évidemment un sentiment anti-japonais, des réveils identitaires sur la périphérie de la Chine, en pays ouïghours, au Xinjiang, mais aussi au Tibet et ailleurs. Et donc, c'est un jeu évidemment risqué. Jean-Paul Chang, comme sur la communauté internationale, les États-Unis ont réagi aujourd'hui en disant que la Chine devait faire toute la lumière un jour sur ces événements, que la Chine devait respecter aussi les droits de l'homme. Je trouve que Washington qui a tapé un peu plus fort du poing sur la table que les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, dans cette région Asie-Pacifique, il y a notamment des conflits en mer de Chine méridionale. La Chine qui s'oppose à ses voisins, le Vietnam, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, donc les alliés des États-Unis. Il y a un vrai bras de fer aujourd'hui qui se joue entre la Chine et les États-Unis dans cette région qui explique peut-être que Washington ait parlé peut-être un peu plus fort que les autres nations concernant cette répression. C'est possible, parce qu'il y a effectivement une sorte de collision un peu calendaire entre le redéploiement de la stratégie américaine de repivoter le centre de gravité en Asie-Pacifique et le redéploiement de la diplomatie chinoise de la nouvelle équipe de Xi Jinping. D'où énormément de frictions, de divergences, etc. Et donc, verbalement, oui, bien entendu, ça fait partie du décor général. Ça, le décor, en effet, parce qu'il y a la réelle politique après. Et ça, c'est vrai pour toutes les puissances qui condamnent les droits de l'homme. Mais bon, ceci étant dit, on déroule le tapis rouge quand même à la Chine parce que... Vous avez aussi des comportements opportunistes des uns et des autres, des Japonais, des Vietnamiens, des Philippins. Je veux dire, c'est pas exclu. Tout ça, il faut prendre en compte. Disons qu'il n'y a pas un seul coupable, un seul responsable de tout ça. Je m'inscris un tout petit peu en faux sur l'ambiance de chape de plomb en Chine. Vous trouvez que c'est trop fort comme terme? Oui, il y a quand même énormément de voix de défoulement. D'ailleurs, quelle différence avec les gens en 89. Aujourd'hui, vous savez tous sur les dissidents chinois. Dès qu'il arrive quelque chose, on le sait. C'est absolument impossible à savoir. Donc ça n'a plus rien à voir avec 89. Beaucoup de voyages, enfin les voyages sont beaucoup plus libres. Il y a eu des réformes politiques aussi, même en termes de droits, puisqu'on supprime maintenant la rééducation par le travail, que la peine de mort est quand même beaucoup plus contrôlée qu'avant, puisqu'il faut que ça monte à la Cour suprême. Il y a quand même la Chine reste quand même l'un des pays qui pratique le plus la peine de mort au monde. monde. Disons qu'il y a des progrès qu'il faut noter. Il ne faut pas être trop pessimiste. Je pense que quand même... Il n'y aura pas de nouvelle révolution, vous pensez? Je fais un rapide tour de table avant de rejoindre Karine. Une nouvelle révolution, un nouveau Tiananmen, est-ce que c'est possible aujourd'hui en Chine? Je pense que ce n'est pas que le gouvernement chinois qui ne veut pas de désordre. Je pense que l'immense majorité des gens qui vivent en Chine aujourd'hui n'ont pas envie de désordre. On n'est pas dans une configuration type printemps arabe parce que la croissance est encore au rendez-vous et cette croissance permet... Qui s'essouffle quand même, qui s'essouffle aujourd'hui. Qui s'essouffle, mais qui permet une croissance à deux chiffres. Qui permet encore d'acheter la paix sociale. Et surtout, la majorité de la population, même s'il existe des enclaves de liberté qui commencent à se développer, etc., semble souscrire justement à cette surenchère nationaliste. Et donc, malgré tout, hélas peut-être, il y a une sorte d'unanimité entre le pouvoir et la majorité de la population. Donc vous ne croyez pas à une nouvelle révolution? Maria Holtzmann, un dernier mot pour clore ce débat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour une nouvelle révolution? Alors peut-être pas un jour, peut-être, ça arrivera, parce que les peuples finissent peut-être toujours un jour par se libérer, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous voyez C'est très difficile de donner un chiffre. C'est très difficile de donner un chiffre et je crois que personne ne s'y aventurerait. La plupart des Chinois politologues, etc., disent qu'après Xi Jinping, c'est-à-dire après
2022, obligatoirement, ça doit changer. Mais est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir jusque-là? Moi, j'en suis pas si sûre. Je ne m'attends pas à une révolution type Tiananmen ou quoi que ce soit, mais on peut craindre quand même des manifestations qui débordent, des mouvements ouvriers qui commencent à toucher des centaines de milliers d'ouvriers, ou justement les problèmes écologiques qui deviennent de plus en plus aigus et de plus en plus inquiétants avec la pollution de l'air, de l'eau, de la terre. Je rappelle qu'en 2011, il y a eu plus de 180 000 manifestations en Chine. Hein. C'est ça, on aujourd'hui, frôle les les 200 Chinois 000. descendent dans les rues voilà, pour revendiquer leurs droits ou Mais crier leur mécontentement. Le gouvernement chinois est très astucieux dans sa communication. Il a dit qu'il supprimait le Laojiao. Mais récemment, il y a eu un opposant qui a fait la liste de tous les systèmes d'incarcération qui l'ont remplacé, et il y en a 5. Donc le Laojiao est supprimé, mais il y a 5 autres façons d'incarcérer les gens sans jugement et sans procès. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat consacré à la Chine. Je sais que vous devez nous quitter, Marie Holzmann. On va donc vous libérer. Vous restez avec moi, Jean-Pierre Chang et Emmanuel Lincourt. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Alors, quel reste-t-il de Tiananmen 25 ans après? On en a beaucoup parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de Tiananmen et on a aussi évoqué cette image relayée par un certain nombre de médias. Ici, c'est le compte Twitter de France Info. Eh bien, il n'y a pas grand monde, à part quelques militaires. Les choses sont étroitement surveillées. Alors, du côté des médias français, on évoque sur beaucoup de sites internet le fait que beaucoup de Chinois ne savent pas forcément ce qui s'est passé du côté de Tiananmen. Alors cet article donne la parole à l'invité qui vient de nous quitter, Marie Holzmann, qui souligne que jamais on avait vu une répression aussi forte contre ceux qui veulent ranimer la mémoire du massacre de Tiananmen. Le Figaro choisit la même ligne en évoquant dans cet article un pouvoir qui organise une amnésie collective sur Tiananmen. Alors il y a les traditionnelles méthodes classiques, tout est assez verrouillé, mais en plus, on a même vraiment pris les choses très au sérieux en ce qui concerne les étudiants étrangers, nous explique cet article, puisqu'ils étaient en quelque sorte obligés de faire un voyage d'études en Mongolie intérieure qui avait lieu, ce voyage d'études, le 3 et le 4 juin. Évidemment, c'était éventuellement pour les écarter de Tiananmen et de Pékin. Alors, du côté des RSF, là aussi, on évoque cette photo dont on a beaucoup parlé et qu'on a beaucoup vue depuis des années. 25 ans après Tiananmen, les Chinois n'ont toujours pas vu cette photo. Alors, ce n'est peut-être pas totalement vrai, mais en tout cas, du côté des RSF, on considère que c'est un angle pour évoquer le fait qu'on n'a pas forcément accès à l'information et aux détails de ce qui s'est passé en 1989. Alors, cette photo, on en parle aussi sur le site de Rue 89. Tiananmen, l'homme qui arrête les chars comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, cette photo, on la connaît tous, en tout cas, on l'a beaucoup vue. Il y a une photo, c'est la même, mais avec un angle un petit peu plus large, et on s'aperçoit à quel point il y avait du monde et à quel point les chars étaient nombreux face à cet homme. Alors c'est la même photo prise par le photographe d'Associated Press, mais avec un angle beaucoup plus large. Et puis le site d'Europe 1 dévoile des éléments qui ont été déclassifiés par les Américains. Une source anonyme qui est donc citée dans un rapport déclassifié qui évoque le fait qu'à Tiananmen, des soldats ont tiré sur la foule en riant, des soldats de la 27e armée qui ne parlaient pas le dialecte qu'on parle à Pékin. Et ça montre à quel point la situation était chaotique à ce moment-là, c'est-à-dire sur le site d'Europe 1. Le retour de Nicolas Sarkozy. Alors, le retour de Nicolas Sarkozy, on en parle beaucoup dans les médias français. Alors, certains ont partagé sur Twitter ce dessin, ça recommence, le débarquement façon Nicolas Sarkozy. Alors là, il est accueilli par ses amis, Nadine Morano, Brice Hortefeux. Alors, Nicolas Sarkozy doit-il revenir? Certains de ses amis, notamment Bernard Tapie, lui expliquent que c'est une très mauvaise idée parce qu'il va se brûler les ailes. Mais beaucoup d'éditorialistes, de spécialistes, comme Thomas Guénolé sur le site du Figaro, expliquent qu'il n'a pas tellement de choix. Il doit revenir et en plus, il doit prendre la présidence de l'UMP. Ça lui permettrait d'évacuer la question du leadership à droite. Et puis la situation est telle à l'UMP, la situation est tellement catastrophique lorsqu'on sait que Nicolas Sarkozy caracole en tête des sondages
au sein des militants UMP, difficile pour lui de ne pas revenir. Et puis s'il a la présidence de l'UMP, il pourra agir sur certains leviers, notamment le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une primaire à droite pour 2017. En tout cas, à droite, certains soulignent que cette primaire, ils la veulent. C'est le cas d'Alain Juppé qui dit que si Nicolas Sarkozy a envie de se présenter en 2017, il lui suffit de se présenter à la primaire, tandis que le Nouvel Observateur relaie des déclarations que Nicolas Sarkozy aurait eues cette semaine. Il va falloir que je m'y colle. Merci beaucoup Karim, merci beaucoup Emmanuel Incot, merci Jean-Paul Chang d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec Karim demain soir à partir de 18 h. À demain, très belle soirée. Tout de suite, le journal. Chaque jour, des millions d'hommes et de femmes en Afrique et au Moyen-Orient se réalisent, donnent le meilleur d'eux-mêmes, révèlent leurs talents, leur passion, deviennent des battants. C'est pourquoi Saham Assurance s'engage à les accompagner pour réaliser leurs projets. Saham Assurance, avancez librement. Senia Saada, Groupe Colina, des Mercantile Assurance avancent et deviennent Saham Assurance. Avec Hello Bank, déposez vos chèques dans les 2200 agences BNP Paribas partout en France. Plus 80 € offerts pour toute ouverture de compte. Hello Bank, mobile comme vous.